C'est une douzaine de bouillons qui devraient ouvrir leurs portes cette année en France. À Nantes, les projets de rénovation se poursuivent. Gros plan aujourd'hui sur le quartier de la Bottière. Nous y retrouvons Camille Palicot pour un point sur la situation. Camille, il semblerait que nous arrivions à la fin des travaux. Tout à fait Mathieu, le projet avait été initié en septembre 2024 par la mairie et aujourd'hui on semble enfin apercevoir la lumière au bout du tunnel. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la rue de la Bottière a été refaite, ça a pris un mois, mais les voitures ne peuvent toujours pas circuler sur cette voie. On peut également apercevoir les premières dalles de béton qui ont été installées, transformant drastiquement le paysage urbain de la Bottière, ce qui donne à ce quartier un côté beaucoup plus chaleureux. Du côté des logements sociaux, 2 ont été ouverts en décembre dernier. L'un situé rue de la Bottière, juste derrière moi, et l'autre allée du Nautilus. Et au total, ce sont 6 résidences que notre métropole a prévues autour du square de la Bottière. Et le square de la Bottière, parlons-en, il représente le cœur du projet. D'ailleurs, sur un de ces immeubles, une grande fresque, symbole de tout ce projet de rénovation entamé depuis un an. La fin des travaux est prévue pour septembre 2025, la fin des engins de travaux publics, la réouverture de la route, des arbustes, des arbres, bref, un espace beaucoup plus aéré et très sympa pour les habitants. Tous l'attendent avec impatience. Changement de décor et de plus en plus souvent, les pompiers demandent à certaines villes de changer les noms des rues. Des modifications exigées pour éviter les confusions entre des adresses considérées comme trop similaires au sein d'une même commune. Dernier exemple, Saint-Nazaire, où l'on vient de se décider que certains noms de rues allaient bientôt être changés. Sur place, Louenne-Marais et Lyon-Sérazin. L'impasse de l'Océan, la rue du 28 février 1943 ou encore le parc du Marché. À Saint-Nazaire, ces appellations de rues vont bientôt disparaître. Des choix qui ont été pris par les élus lors du dernier conseil municipal. La demande venait des pompiers, ils veulent être sûrs de l'endroit où ils interviennent. Et une allée, un chemin, une rue, même si on a l'impression que c'est 2 adresses différentes, des fois c'est... Voilà, pour l'opérateur qui va prendre l'appel ou pour la personne qui l'exprime, on va tomber sur la même problématique. Pour répondre à cette demande des pompiers, la mairie va renommer le parc du Marché. Il deviendra Square Galatée, en hommage à un restaurant nazérien. Les 2 autres rues porteront, elles, le nom de femmes célèbres. L'impasse de l'Océan va devenir l'allée Marthe Barbance, historienne spécialiste de l'histoire de la ville. La rue du 28 février 1943, elle, portera le nom de Françoise Giroud, la journaliste féministe. Moi, je trouve que c'est pas mal. Déjà, ça remettra en actualité ces personnes qu'on connaît pas. Et si on les connaît pas, on peut aller sur Internet et puis voir qu'est-ce que ces personnes ont fait. Je trouve que c'est pas mal. C'est un nom de rue que je trouve compliqué, parce que souvent, donc, je viens ici, là, juste derrière, et quand on me demande c'est quoi l'adresse, j'arrive jamais à m'en souvenir, donc c'est pas un nom de rue simple. Peut-être que Françoise Giroud sera plus facile à mémoriser. Les noms de rue, c'est souvent des grands hommes. Ça fait pas de mal de mettre des grandes femmes aussi de temps en temps. La plage du front de mer est aussi concernée par ces changements. Ici, ce sera la grande plage. Entre l'avenue de la Havane et le quartier Sautron, la plage du skatepark sera le nouveau terrain de jeu des adeptes de la planche. Et en bout de remblai, vous trouverez la plage de Port de Désiré, où se trouvent les cabanes des pêcheurs. Mais les résidents et les adeptes de la plage du front de mer ont encore un peu de temps. Les changements de nom seront effectifs d'ici environ un an. Les cagnottes en ligne, un moyen de plus en plus utilisé pour aider à financer des projets coûteux mais souvent indispensables. C'est le cas d'Aurélie, 46 ans, atteinte de la maladie des os de verre et qui cherche à financer sa future voiture aménagée. Aurélie, sa vie, ses problèmes, ses attentes. Nous sommes allés la rencontrer, c'est un portrait, signé Clara Delanchy et Alexis Andoire. La voiture d'Aurélie, c'est plus qu'un simple moyen de locomotion. Aménagé pour elle, c'est un accès à sa liberté. Là, en fait, le haillon, donc bon, il est un peu haut quand même, mais normalement, je le descends pour pouvoir monter avec le fauteuil dessus. Et après, en fait, je le remonte, je fais mon transfert sur le siège conducteur et je remonte le haillon, enfin, je ferme le haillon et je referme les portes. En service depuis 2001, sa voiture commence à fatiguer. Et là, elle va avoir 25 ans, pratiquement. Et donc là, je dois la changer, puisque l'aménagement commence à beaucoup fatiguer. Mais voilà, une voiture comme ça, c'est 60 000 €. Elle a donc fini par demander un élan de solidarité, car son salaire ne suffit pas. Je travaille un appart, je suis propriétaire depuis 20 ans. Donc voilà, j'ai toujours réussi à me débrouiller. Donc je me disais, bon, on va y arriver aussi. Mais après, je me suis rendu compte que financièrement, je n'y arriverais pas, en fait. J'ai beaucoup hésité à faire cette cagnotte, parce que déjà, j'aime pas demander de l'aide. Et j'ai mis 2 ans avant d'accepter. Famille, amis, collègues,
La cagnotte s'élève maintenant à 16 000 € sur les 25 000 espérés. Il y a quelques jours, elle a même été surprise par une inconnue qui lui a fait un don hors norme de 1 000 €. Je ne sais même pas comment remercier en fait, parce que elle s'est mise en anonyme, donc je ne peux pas la remercier. Et on s'est dit waouh, quand même. Une maladie compliquée, un handicap sévère, une voiture à financer, mais rien n'effraie Aurélie. Moi je suis toujours positive. Donc oui, de toute façon il y a toujours plus grave. Donc... Violence, pression ou menaces, chaque week-end, au bord des terrains de foot, tous les moyens sont bons pour déstabiliser les arbitres, des situations souvent difficiles à gérer et qui ne facilitent pas le recrutement de jeunes sur le long terme, alors que le mondial de Montaigu, tournoi international des moins de 17 ans, bat son plein cette semaine en Vendée. Nous sommes allés à la rencontre d'arbitres et d'entraîneurs. C'est un reportage signé Ulysse Picard. Rôle ingrat et compliqué à endosser, être arbitre, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. À seulement 17 ans, Raphaël Grelot officie sur la touche au mondial de Montaigu. Espoir de l'arbitrage vendéen, il a su résister à la pression constante qui règne sur les terrains. Enfin, il y en a, et il y en a beaucoup qui arrêtent dès la première année. Parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte qu'il y a autant d'insultes. Mais après, une fois que tu es lancé, moi par exemple, là, ça fait 5 ans que j'arbitre, je ne me verrai pas arbitrer l'arbitrage à cause de ça. Parce que je suis préparé et j'arbitre en connaissance de cause. Se créer une carapace pour faire face aux excès tous les week-ends, tous n'en sont pas capables. Chaque année, 25% des effectifs d'arbitres sont renouvelés à la Fédération française de football, qui tente de réduire ces excès. Il y a encore trop d'agressions et trop de propos qui sont malvenus autour des stades, c'est sûr. Oui, il y a des choses qui sont mises en place à tous les niveaux, dans les districts, dans les ligues et à la fédération. C'est toujours un travail de longue haleine, parce que c'est un travail aussi d'éducation. Une éducation mise en place en France, mais pas que, au Japon. Coach et responsables d'équipe apprennent la gestion des émotions aux jeunes joueurs. Oui, j'aime cette partie de mon métier. Je pense que cela permet de réduire le nombre de problèmes. L'arbitre peut contrôler son match plus facilement et les matchs se passent mieux. Si les Japonais régulent, en France, le phénomène perdure, voire s'aggrave. Chaque saison, jusqu'à 400 arbitres sont agressés sur les terrains, soit presque 8 par week-end. À Montaigu comme ailleurs, le respect des arbitres chez les jeunes doit passer avant tout, au risque de voir ces chiffres exploser. Votre grand-mère est fan de tricot, votre mère fait du crochet et votre neveu s'intéresse à la couture. Un seul rendez-vous pour eux ce week-end, le salon Pour l'amour du fil, visite guidée avec nos reporters Alexis Andoire et Louane Le Roland. Derrière moi, des centaines de personnes attendent avec impatience l'ouverture du salon Pour l'amour du fil. Les visiteurs ont jusqu'à demain pour déambuler dans les allées du parc des expositions de la Beaujoire à la découverte de l'univers du textile. Nous sommes prêtés au jeu de la broderie, du tricot ou encore de la couture. Partez avec nous à la découverte de cette 16e édition. De nombreux stands d'exposition sont présents sur place. Pour cette occasion, plusieurs créateurs sont venus partager leur méthode de conception. Les visiteurs, quant à eux, sont venus des 4 coins du monde pour le plus grand bonheur des exposants. Oui, là on est contente de rencontrer des gens qui viennent des États-Unis, d'Australie pour voir les travaux des Françaises, donc on est ravis. Au-delà du savoir-faire classique, d'autres nouvelles méthodes nous ont intrigués, comme décorer sa maison avec la couture. C'est l'idée d'Hortense, jeune créatrice textile lyonnaise. Les architectes font souvent appel à moi pour faire vraiment des grandes murales, des grandes tapisseries qui peuvent être dans des hôtels, dans des restaurants, chez des particuliers. Vraiment, il faut le penser vraiment comme une fresque en fait. Après avoir flâné du côté des exposants, place à la pratique, l'occasion pour nous de découvrir de nouvelles techniques de tissage, comme l'utilisation de cette machine à matelasser. C'est une longue arme, c'est-à-dire que c'est une machine qui a un long bras pour pouvoir passer pas mal de matière pour travailler. Par exemple, je vais avoir un tissu uni comme celui-ci, vous voyez, et puis je vais venir travailler comme bon me semble. Certains visiteurs, eux, ont anticipé leur venue en s'inscrivant au préalable aux nombreux ateliers présents sur place, l'occasion idéale pour perfectionner leur coup de main. De nouvelles machines. Chaque année, je fais le déplacement sur Nantes parce que c'est un salon extraordinaire, c'est vrai. Voilà, à la dimension humaine, on trouve tout ce qu'on veut et c'est vraiment chouette. Pour
Pour l'instant, 13 000 personnes ont fait le déplacement pendant toute la durée du salon. Certains d'entre eux en ont même profité pour faire quelques achats. Pour vous, il n'est pas trop tard, vous avez jusqu'à demain pour faire le plein de tissus. Dans 3 jours, nous fêterons Pâques, et qui dit Pâques dit chocolat, des œufs dorés au lapin géant traditionnel, en passant par des créations parfois plus fantaisistes. Les chocolats ont envahi les rayons des grandes surfaces, mais à quel prix? Avec nous aujourd'hui Lilian Serrazin. Bonjour Lilian. Bonjour Mathieu. Vous allez nous parler du Chocolate Scoreboard, un classement mis en place par des ONG et qui répertorie les chocolats, alors selon plusieurs critères, des critères qui n'ont pas forcément de rapport avec le coût ou avec le goût, Lilian. Et oui, pour la 6e année consécutive, le tableau de bord des chocolats a été publié. Alors cette étude met en valeur un portrait mitigé du secteur entre bons élèves et derniers de la classe en matière de développement durable. C'est la dimension éthique qui a été jugée. Toutes les marques ne sont pas aussi vertueuses pour les droits humains et pour l'environnement. Et alors, justement, quels sont les éléments retenus pour noter ces marques? Eh bien, nous avons tout d'abord la rémunération des producteurs de cacao. Nous avons aussi le risque du travail des enfants. Nous avons la déforestation ou encore l'utilisation des pesticides. À cela s'ajoute l'honnêteté sur les emballages, les efforts dans la transition vers l'agroforesterie. Donc, ce sont ces pratiques agricoles qui associent sur une même parcelle des arbres. Et enfin, l'égalité des genres pour la publicité. Les marques sont ensuite notées via un code couleur, donc la pire étant la rouge, ensuite orange, puis jaune et enfin la verte. À la fin, un score final sur 100 est attribué aux 38 entreprises qui ont été évaluées. Et au niveau de ce classement, justement, Lilian, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il est plutôt surprenant pour la France, car c'est la marque C'est Moi qui arrive en tête. Et elle a un score de 84 sur 100. Donc c'est moi, ce sont les spécialistes des nounours en guimauve enrobés de chocolat, vous voyez de quoi je parle. Et elle a même une 3e place mondiale. Les barres chocolatées Mars, Twix, Snickers ou les confiseries comme les Maltesers obtiennent la note de 66 sur 100 avec une très belle 8e place. Les autres grandes marques comme Lindt ou Ferrero, comprenant Kinder, ne dépassent pas les 60 sur 100. Il n'y a cependant aucune information pour Côte d'Or, Toblerone, Daim, Oreo ou encore Milka. Mondelez, son propriétaire, n'a pas souhaité répondre aux sollicitations puisque le géant américain était plutôt vexé lors du dernier classement qui lui avait valu la 25e place. Mais il y a aussi les marques distributeurs qui ont leur lauréat, Lilian. Effectivement, Mathieu, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le bilan, il est plutôt rude. Au niveau mondial, une seule sur 33 reçoit une note verte. Aucune enseigne présente en France ne parvient à atteindre la moyenne. Aldi est en orange avec une note de 48 sur 100, avec, on peut le souligner, un bon point dans sa lutte contre le travail des enfants. Suivi ensuite par Système U, puis Carrefour. Et l'enseigne de vente Métro arrive à 22 sur 100, tandis que Casino et Lidl ont quant à eux carrément refusé de participer. Merci Lilian Serrazin pour ces précisions. Battle de danse, musique afro, hip-hop ou encore groove. Comme chaque année, le festival Hip Hop Session fait vibrer Nantes au rythme de ses chorégraphies remplies d'énergie. À l'approche de l'événement, les danseurs, amateurs comme confirmés, se pressent pour apprendre aux côtés de professionnels. Un reportage proposé par Thomas Amiot et Ulysse Picard. Les pas s'enchaînent, le rythme s'accélère. Aux côtés de membres du crew The Rookies, une semaine de workshop s'organise. Participer à Hip Hop Session, c'est aussi pour eux une chance de transmettre dans un cadre prestigieux. En tant que professeur, pour moi, le fait de donner les stages au sein d'Hip Hop Session, déjà, c'est une fierté parce que je suis originaire de Nantes, la plupart des rookies aussi le sont, donc on a grandi avec l'événement, avec le festival, et aujourd'hui, d'en faire partie, d'être acteur du festival, forcément, du coup, on pose un peu notre pierre à l'édifice à l'intérieur de l'histoire du hip-hop nantais. Au cœur de cette salle de Saint-Herblain, les participants trouvent surtout de la bienveillance, du partage et de la bonne humeur. C'est la première fois que je faisais un atelier, j'avais envie de découvrir l'univers de Tony, j'avais envie de lâcher prise, de vibrer, de danser. Transmettre, c'est aussi partager une sensibilité, rapport intime au son, à l'improvisation ou à la création, faisant vivre les chorégraphes. C'est vraiment de me lâcher un maximum et de me rapprocher le plus possible du coup à la musique. Donc je passe par du freestyle et j'essaye de vraiment suivre ce qui se passe du coup musicalement. Moi j'aime bien bosser du coup avec des écouteurs pour entendre même tous les petits bruits qu'il y a derrière. En plein essor depuis les Jeux Olympiques, breakdance et hip-hop rassemblent pas moins de 200 000 passionnés qui se retrouvent chaque semaine en France. Un véritable second souffle pour la discipline. Au final, il suffit juste de venir danser, transpirer et kiffer la vibe pour passer un bon moment autour de la musique et de la danse. Une ambiance vacances en plein centre-ville de Nantes, c'est la promesse de ces péniches guinguettes amarrées dans le quartier Saint-Miel. Ces établissements, en pleine effervescence, signent leur grand retour, en même temps que celui des beaux jours. Un reportage offert par Camille Tarlet et Baran Baudouin. Sourire, lumière et douceur ont regagné les berges du quartier Saint-Miel à Nantes.
Les rayons de ce soleil printanier viennent aussi s'échouer sur les vedettes du quartier. Les péniches, bars et guinguettes ont enfin retrouvé leur succès saisonnier. Pour cause, celles-ci jouissent d'un cadre difficilement comparable, comme celui proposé par la Casa et ses ambiances tropicales. La vibe, le mood des gens sont vraiment plus à l'aise. Le fait qu'on soit à l'extérieur aussi, même pour le travail, je vois avec moi, même mon staff, c'est plus agréable d'être dehors qu'au soleil pour travailler, pour boire un verre avec les gens aussi, quoi. Donc les gens sont très réceptifs à ce genre de lieu. Même si sur les bateaux, chaque concept est différent, pour les clients venus profiter du beau temps, le ressenti semble être à l'unisson, une atmosphère en rupture avec la tradition. Moi c'est plus sympa, même le fait de voir de l'eau, on pourrait croire un peu au cadre bord de mer, c'est vrai que c'est plutôt cool. On profite des derniers rayons avant de rentrer. Après le travail, avoir été enfermé toute la journée, c'est l'idéal. Une ambiance qui sort du lot, un succès incontestable. Depuis 2019 en France, la fréquentation de ce type d'établissement connaît une hausse entre 15 et 30%. Sur la rive en face de la Casa, à la péniche Pépé Guinguette, le patron savoure aussi cette affluence retrouvée avec le soleil. Le soleil, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu effectivement. Donc on voit bien que les gens ressortent, reconsomment, se font plaisir beaucoup plus que quand c'était un temps de misère gris, quoi. Ça te déconnecte, ça fait un petit côté vacances. Ouais. Ces bateaux offrent un cadre unique mais payent aussi le prix de leur singularité. Affronter la météo ne suffit pas pour les pénichards qui doivent surmonter les défis administratifs et sécuritaires. L'anneau, c'est comme un peu une taxe foncière qu'on paierait une fois par an, ce qui nous donne l'autorisation d'être à cet emplacement. Cet emplacement, il nous appartient pendant 10 ans. Chaque bateau a une capacité réglementée. On a un contrôle sécurité tous les 2 ans par les pompiers, la mairie de Nantes, etc. Le fait que ça peut couler. Il y a des pompes dans le bateau, il y a des systèmes de sécurité, et aussi le fait qu'il faut improviser marin, plombier, barman, restaurateur, il faut tout être capable de tout faire parce que si quelque chose arrive, il faut répondre vite. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui bien installés sur les rives de l'Erdre, les 2 établissements s'apprêtent à profiter pleinement de la nouvelle saison estivale. C'est la fin de ce journal télévisé. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal hebdomadaire. Prenez soin de vous et à très vite.